Préparez-vous à vivre une course exceptionnelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AV Moteur pour ce résumé de la course de Talladega. Nous sommes dans l'Alabama. Aujourd'hui 500 miles à boucler à près de 300 km/h de moyenne, 188 tours à faire. Et Kyle Busch avait remporté la course ici la dernière. Conservera-t-il son titre? Bonjour Pat, tout de suite on va faire un point sur le classement général et faire le point sur ceux qui pour l'instant seraient qualifiés pour les playoffs. Voilà, 12 pilotes seront qualifiés au soir de la 26e course. On rappelle les règles, aujourd'hui c'est la 9e. Vous voyez que Jeff Gordon a fait un début de saison fantastique, même si pour la première fois il a fait un mauvais résultat la semaine dernière à Phoenix, qui a vu la victoire du revenant Mark Martin, qui n'est pas encore dans le top 12, mais ça ne saurait peut-être tarder, il est 13e. Justement. Il est à la porte du top 12 en effet. Voici le circuit de Talladega que l'on connaît, un circuit long de 4 km 28 pour être précis, avec des virages inclinés de 33 degrés et des vitesses impressionnantes. Si on n'avait pas mis des plaques de restriction, aujourd'hui on avoisinerait les 400 km/h, mais depuis les plaques de restriction sont arrivées, ça veut dire que toutes les voitures sont bridées et elles devraient faire comme d'habitude une course en paquet. C'est parti pour ce rendez-vous de Talladega. Et qui a fait la pole position cette semaine? Eh bien, number one, autrement dit Juan Montoya. Bravo. Juan Pablo Montoya, qui a donc réussi à être rapide, mais ce n'est pas bien étonnant par rapport à son passé de pilote de monoplace. On sait qu'il aime la vitesse. À ses côtés, Greg Biffle, et il n'y a que 2 pilotes qui n'ont pas réussi à faire la grille. Michael McDowell et Eric McClure. On reparlera bien sûr des engagés aujourd'hui et des positions de départ qui d'ailleurs, allez, on peut le dire, on s'en fiche un peu. Oui, parce que les positions de départ sont pas très importantes, c'est juste un titre honorifique pour Montoya, qui avait déjà d'ailleurs fait la pole l'année dernière au Kansas. Non, c'est sa première pole position. Oui, mais en fait il avait fait la pole, mais il avait été déclaré non conforme, donc il avait été déclassé, donc c'est sa première pole officielle. Officielle, tout à fait, en 82 départs. Alors pourquoi on se fiche un petit peu des qualifications? Parce que à Talladega, on le voit bien sur cette image dès ce premier tour, et c'est bien Juan Pablo Montoya qui va mener ce premier tour. 5 points de bonus pour lui, ça y est, c'est fait. Pourquoi c'est important de dire que ça n'a pas d'importance les qualifications? Eh bien parce qu'en paquet on va plus vite que lorsqu'on est tout seul, et les qualifications se déroulent lorsqu'on est seul sur la piste. On fait 4 tours et donc ce sont des tours lancés, et forcément, eh bien, à l'inverse des autres épreuves disputées, on va plus vite en course qu'en qualification, puisque 2 voitures vont plus vite qu'une seule. C'est le phénomène de draft, on en parlera beaucoup aujourd'hui. Le draft, c'est quoi? C'est l'aspiration. 2 voitures ensemble vont plus vite qu'une seule. Lors des qualifications, on tournait en 50 secondes 8. Là, pour la course, on va tourner en 45 secondes. Tout est affaire de mental ici à Talladega. Ce n'est pas forcément le meilleur pilote ni la meilleure voiture qui gagne. En gros, il faut rester en dehors des ennuis, et notamment des fameux multi-crash qu'on appelle ici les big one, car quand on court en paquet, s'il y a un accident, vous pouvez être sûr qu'il y a au moins 10-15 voitures impliquées dans cet accident. Donc il faut rester en dehors de ces crashs, et les survivants se battent à la fin de la course. C'est aussi simple que ça, enfin ça paraît simple, mais pour être bien placé, eh bien c'est pas évident. Il faut jouer de la tactique, il faut essayer de trouver des partenaires d'écurie, des amis de piste pour faire justement ces fameuses processions que vous voyez ici. Et les voitures parfois se collent, se touchent quand on est à 320 km/h. Croyez-moi, il faut avoir le cœur bien accroché. Les anciens pilotes de monoplace sont aux premières places pour ce rendez-vous de Talladega. Juan Pablo Montoya fait donc la pole position. Sam Haney Jr., l'ancien champion d'IndyCar et des 500 miles, d'ailleurs tout comme Juan Pablo, est parti également dans le top 5. Et même Scott Speed a réussi à se qualifier dans le top 10 aujourd'hui à la 8e place. Mais ça va vite bouger parce que forcément on va créer des lignes. On a pu le voir à l'instant avec 2 lignes, 3 lignes créées. Le circuit de Talladega est très large et il permet justement, eh bien, à ces voitures, regardez, de faire 3 petites lignes, 3 trains. La locomotive actuellement, en fait, c'est Juan Pablo Montoya qui est poussé par Martin Truex Jr. En fait, les wagons vont plus vite que la locomotive et les wagons poussent la locomotive, à l'inverse bien sûr de ce qu'on connaît dans le phénomène ferroviaire. C'est l'effet du draft. La deuxième voiture pousse la première aspire la deuxième, et la deuxième, eh bien, est aspirée par la première, donc elle la pousse. La première donc raspire la deuxième qui la pousse. Voilà, vous avez compris, c'est ça le draft. Embarqué avec Kasey Kahne, dont on a beaucoup parlé cette semaine, puisqu'il hésite à re-signer son contrat. Il est sous contrat chez Richard Petty Motorsport jusqu'à la fin de 2010, fin de la saison prochaine. Et lui qui était quand même l'un des
pilote majeur en 2006. Il avait gagné 6 courses et rentré un peu dans le rang depuis 2 ans. Et donc il a dit à Richard Petty, je veux re-signer chez vous, il n'y a aucun problème. Le seul truc, c'est que je veux des voitures pour gagner. Vous avez vu le phénomène de draft là? La démonstration par l'image, Denny Hamlin a poussé Dale Earnhardt Jr. et les deux hommes sont en train de s'échapper et Junior va peut-être mener ce 5e tour. Regardez l'agitation dans les tribunes, on est en train de lever les bras car là Junior Nation est là et Junior va redevenir le leader ici à Talladega. Pourquoi je dis redevenir? Parce que c'est un petit peu son jardin. Talladega, c'est un petit peu le jardin des Earnhardt. Le père ici détient le record du plus grand nombre de victoires avec 10 et le fils en est vraiment pas très loin avec 5. Ouais, Dale Earnhardt Jr. qui mène et qui a une pression d'enfer. Quand il a signé dans cette écurie de la Hendrick, on s'est dit c'est bien pour lui parce qu'il va pouvoir avoir le meilleur matériel possible. Seulement le problème c'est qu'il gagne pas beaucoup et il a d'autant plus la pression que lors des 3 dernières courses disputées cette saison, eh bien ses 3 coéquipiers à tour de rôle ont gagné. Jimmy Johnson, Jeff Gordon, puis la semaine dernière Mark Martin à Phoenix. Il ne reste plus que lui et cette pression devient un petit peu négative quand même parce que quand on sait qu'il a gagné une fois dans les 106 derniers départs, on commence à se poser un petit peu de questions sur sa capacité à l'emporter. Juan Pablo Montoya est repassé devant, on a aperçu Jeff Gordon, le leader actuel du classement général. Jeff Gordon, le numéro 24, qui a des couleurs très spéciales aujourd'hui, des couleurs jaunes. Et Jeff Gordon est l'un des pilotes les plus efficaces ici puisqu'il est le pilote en activité avec le plus grand nombre de victoires à Talladega. 6 victoires pour Jeff Gordon qui est aux avant-postes pour l'instant. Et regardez, 3 lignes se sont créées et c'est pour l'instant l'étonnant David Ragan qui a été poussé par le jeune Joey Logano avec sa voiture orange. Joey Logano qui va aller derrière, le voici, nous sommes embarqués avec Ragan. Il y a Matt Kenseth qui a touché Jeff Gordon et ça part en crash. C'est parti pour le Big One dès le 7e tour. Un mot qu'on n'avait pas encore prononcé et qu'on ne voulait pas prononcer pour ne pas porter la poisse, car lorsqu'on vient à Talladega, forcément, le voici Jeff Gordon en caméra embarquée, quand on vient à Talladega, forcément on évoque le Big One, tout le monde l'attend, tout le monde le redoute, et puis il arrive souvent, comme là, dès le 7e tour, un Big One, c'est quoi? C'est un crash multiple qui implique plus de 5-6 voitures. Là, il y en a beaucoup plus que ça parce qu'il y a Clint Bowyer, voiture détruite, Mark Martin qui déteste ce circuit de Talladega, Kevin Harvick, Jeff Gordon, Mac Murray qui s'extire de sa voiture, il y a le 36 de Scott Riggs. Bref, pas mal de gros poissons. Voilà Jeff Gordon justement qui est impliqué. On va revoir ce qui s'est passé. D'où est parti ce crash? Alors là, nous sommes dans le peloton, bien sûr, à ces vitesses. On est à près de 300 km/h actuellement. Les voitures sont séparées que de quelques centimètres. Il y a eu un écart ici de Matt Kenseth qui a harponné Jeff Gordon, qui ensuite est retombé sur Mac Murray. Et derrière, c'est l'entassement, bien sûr. La réaction en chaîne. Les écarts sont tellement infimes que même avec les alertes des spotters, vous savez, de ces mécanos qui sont postés là pour avertir les pilotes des éventuels problèmes, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de réagir. On a vu aussi Ed Allmendinger et Kasey Kahne impliqués dans ce crash. C'est Matt Kenseth qui remonte sur l'ovale et qui touche. Oh là là, regardez, de face la Clint Bowyer et Mark Martin aussi qui décolle la voiture numéro 5 qui a failli se retourner. Mark Martin, quand il était à mi-temps dans la NASCAR, avait rayé ces 2 courses de Talladega car pour lui, ce n'est pas de la course, c'est de la loterie. Il faut bien dire que c'est un peu des deux. Alors j'ai l'impression que Matt Kenseth en effet a effectué un petit contact avec Gordon parce que Kenseth a légèrement changé sa trajectoire mais d'une manière très douce et infime et il a été déséquilibré par Jeff Gordon à l'arrière et bien sûr à ces vitesses-là en plein virage, un déséquilibre est fatal. Ouais, puis en plus ça s'est passé dans les 9-10 premières places donc effectivement là c'est un vrai Big One puisque tout le monde derrière arrive lancé et quand on est lancé à 300 à l'heure vous pouvez avoir les meilleurs réflexes du monde, si vous n'êtes pas parfaitement placé avec un peu de chance vous ne passez pas à travers. On va revoir cela, regardez ici avec Kurt Busch. En fait, on est dans la voiture de Jeff Gordon, on voyait la voiture de Kurt Busch qui était juste derrière. D'ailleurs, Kurt Busch aussi a fait un petit écart avec Matt Kenseth. On est ici avec Kevin Harvick. Voilà, comment on se fait piéger. Allez, pris en sandwich, il y avait des voitures à gauche, à droite, le mur devant et des voitures derrière. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pas grand-chose, faut attendre la fin des chocs. Voilà, c'est bon, c'est bon. Avec Kasey Kahne.
C'est impressionnant, hein. C'est Kasey Kahne d'ailleurs qui a fait décoller le numéro 5 de Mark Martin. Toujours avec Harvick. Lui, pour comprendre comment ça s'est passé, c'est sur la gauche qu'il faut regarder. Il y a Kurt Busch là littéralement qui est collé derrière Gordon. Ouais, et Gordon en effet Gordon déséquilibré. En même temps Kenseth change légèrement de fil et ces deux actions en simultané ont provoqué ce crash. Et ce qui est étonnant, c'est que Kenseth, voilà le numéro 17, la voiture jaune qui vient, c'est la mésentente hein, avec Jeff Gordon. C'est Carl Edwards, autre pilote de la Roush Fenway Racing qui, quand on est venu ici à l'automne, avait provoqué l'autre Big One. Donc les pilotes de la Roush Racing sont à l'origine de pas mal de crashs sur ce circuit ces derniers temps. Oui, et Carl Edwards est impliqué lui aussi hein, dans ce crash. On a vu bien sûr en gros Kevin Harvick et voici Jeff Gordon qui est le leader du classement général. Alors avant cette course, il a 85 points d'avance sur Jimmy Johnson. Il va peut-être perdre la tête du championnat. C'est la deuxième semaine que Jeff Gordon a des mauvais résultats. La semaine dernière, il y avait eu plein d'ennuis pour lui. Des problèmes de boulons mal serrés, des problèmes mécaniques. Et là, c'est un crash qui vient donc le mettre dans les garages. Ça fait déjà pas mal d'éliminés. Mark Martin, Mac Murray, Scott Riggs, Guy Leland. Oui, et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que déjà hier, sur cette piste, il y avait une course de Nationwide. D'ailleurs, cet homme, le numéro 6, a remporté l'épreuve d'une fort belle manière. Et déjà, Matt Kenseth s'était retrouvé complètement à l'envers avec sa voiture. Il était engagé également dans cette course de division 2 de la NASCAR. Considérez aujourd'hui que vous regardez la division 1. Et Kenseth a été un petit peu groggy, il était quand même au départ aujourd'hui. Voici les 4 premiers là qui s'arrêtent. Ce sera Joey Logano qui repartira le premier des stands, suivi de David Ragan, Martin Truex Jr., Dale Earnhardt Jr., Paul Menard, Juan Pablo Montoya, Jimmy Johnson, Denny Hamlin, David Stremi et consorts. Oui, Joey Logano est reparti largement devant parce qu'il n'a pris que du carburant, il n'a pas changé de ses pneus. On essaye de réparer chez Stewart, ça va, il a un petit peu touché, rien de grave. Et on revoit, cette image, elle est tout simplement extraordinaire, exceptionnelle, parce que justement aucun pilote n'a été blessé dans cette histoire. Un crash multiple à plus de 300 km/h qui implique 14 voitures. C'est un petit peu la marque de fabrique de la NASCAR et de Talladega, mais là, ce qui nous rassure, c'est que tout le monde va bien. Et bien pour la victoire, vous pouvez déjà rayer les noms des pilotes suivants, Gordon, Martin, Kasey Kahne, Clint Bowyer, etc. On se retrouve un petit peu plus loin au 25e tour lorsqu'on a relancé la course. Oui, un seul drapeau jaune, mais quel drapeau jaune? C'est Jeff Burton qui se retrouve en ce moment leader. Alors il y a déjà eu 12 changements pour la première place. Sachez que lors de la dernière course disputée ici, on avait eu 28 changements de leader, ce qui est un record à ce jour. 28 changements de leader. Et oui, le phénomène de draft, forcément, vous propulse. Et il suffit de choisir la bonne ligne. On l'a vu tout à l'heure. On a vu par exemple Martin Truex Jr. naviguer d'une ligne à l'autre, préférant la ligne intérieure à la ligne extérieure, parce qu'à ce moment-là, eh bien, le petit train, on va l'appeler comme cela, allait beaucoup plus vite. Il suffit qu'il y ait une ou deux voitures rapides qui décident de s'associer pour que les deux aillent encore plus vite que les autres. Et les voitures rapides, on les connaît, puisqu'on a eu les temps, bien sûr, lors des qualifications, vu qu'elles étaient seules sur la piste. Alors, des problèmes pour Regan Smith, avec des petits débris qui volent. Alors, Regan Smith était le héros malheureux de la dernière course qu'on a disputée ici à l'automne 2008, puisqu'il avait gagné la course en dépassant Stewart, mais en mordant sur la ligne jaune que vous voyez en bas de la piste. Là, on ne peut pas dépasser sur cette double ligne jaune, voilà, on est en plein dessus, sauf si vous y êtes forcé. Et il avait dépassé Tony Stewart en dépassant cette ligne jaune. Il avait donc été déclassé et Stewart avait été déclaré vainqueur. Donc à suivre quand même Regan Smith, même s'il n'a pas le même matériel que l'année dernière. Jeff Burton est le plus rapide actuellement aux avant-postes. Regardez qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il trouve toujours la bonne file. Et derrière, il y a Kurt Busch actuellement qui le pousse. Les deux hommes sont passés par la case Jack Roush avant aujourd'hui d'être chez Penske Racing pour Kurt Busch ou chez Richard Childress Racing pour Jeff Burton. D'ailleurs, on peut préciser, mon cher Pat, que depuis quelques semaines, ça ne va vraiment pas du tout chez Richard Childress Racing. On a vu en effet Clint Bowyer et Kevin Harvick avoir des résultats difficiles. Seul Jeff Burton arrive à s'en sortir, même si là nous voyons bien sûr Kyle Busch à l'écran. Ouais, même si Clint Bowyer est quand même 6e du classement général, donc il n'y a pas péril. Jeff Burton est 11e, Kevin Harvick lui est 16e. Donc voilà, c'est des résultats pas mirobolants. Non, mais c'est tellement pas mirobolant que du coup Richard Childress a mis les pieds dans le plat et il a décidé d'intervertir 2 de ses voitures sur les 4. Il va intervertir
toute l'équipe de Kazimirs, la 07, pour aller la faire travailler chez Kevin Harvick, la 29, et vice-versa. Autrement dit, on va tout changer sauf les pilotes. Les pilotes restent dans la voiture, gardent leur numéro, mais par contre, le chef mécano, tout le monde, toute l'équipe, tout le monde est interverti. Ouais, jusqu'au moindre changeur de pneus. Donc Kevin Harvick, qui travaillait avec son pote Todd Berrier depuis 6 ans, eh bien, va travailler maintenant avec Gil Martin. Et Todd Berrier va travailler avec Kazimirs. On a déjà vu ça dans le passé. Jack Roche l'avait effectué également l'année dernière entre quelques-unes de ses voitures. Il faut dire que c'est possible pour les grosses écuries qui ont plusieurs voitures. En l'occurrence, Richard Childress en a 4 et Jack Roche en a 5. Justement, chez Richard Childress, on fait grise mine encore plus puisque Jeff Burton a des problèmes. Regardez-le. Regardez, il est qu'à 5900 tours minute. Normalement, on est à 8005 a priori avec les moteurs bridés ici. Apparemment, il a un problème électrique. Il va être contraint de rentrer dans les stands. Décidément, c'est un gros souci. Problème électrique, on rappelle que ces voitures sont des stock cars, des voitures de production bien sûr aménagées pour la course et avec des cahiers des charges très spécifiques, mais elles ont également un alternateur et une batterie ou plusieurs batteries. Alors ça, c'est selon un petit peu les écuries, parce qu'on considère que mettre 2 batteries dans une voiture, ça peut un petit peu rapporter trop de poids ou déséquilibrer. Il peut y avoir un switch automatique lorsqu'une batterie ne fonctionne pas, on switch sur la deuxième. Sauf que là, Burton visiblement n'en a qu'une et il a un problème électrique. Et drapeau jaune pendant ce temps-là. De passer dans les stands. Course interrompue, mais là cette fois-ci c'est pas pour un crash, c'est pour un débris tout simplement sur la piste. Et Jeff Burton est reparti. On a peut-être essayé de réparer vite fait, voir ce qui allait pas. Kurt Busch est leader. Alors, deuxième drapeau jaune, c'est une petite respiration pour, en effet, Jeff Burton. Il semblerait que ce soit l'alternateur qui ne recharge pas. Donc on va être obligé de lui changer la batterie, puisque les batteries de NASCAR sont des batteries qui sont beaucoup plus grosses que vos voitures à vous, mais qui ont évidemment, course oblige, beaucoup moins de durée de vie, parce qu'une voiture de NASCAR, ça demande beaucoup d'électricité forcément. Et on se retrouve un petit peu plus loin, au tour 77. Entre-temps, il y a eu d'autres interruptions avec des accidents, notamment de Marcos Ambrose. On a eu un drapeau jaune aussi sur un tête à queue de Kurt Busch, mais il n'a pas touché le mur, donc il a été capable de repartir. Et on se retrouve donc un peu avant la mi-course. Oui, on n'a pas vu, j'espère qu'on le reverra tout à l'heure, mais on n'a pas vu comment Michael Waltrip s'est miraculeusement sorti d'une situation exceptionnelle. Et il est parti en effet en travers et il a réussi à rétablir sans toucher le mur intérieur, alors que franchement il était parti pour le percuter avec beaucoup de violence. Et on retrouve le poleman, Juan Pablo Montoya, en tête de cette course avec Dale Earnhardt Jr. qui fait le draft avec lui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont confiance dans les capacités du Colombien, même si maintenant c'est un pilote de NASCAR à 100%, c'est la 3e saison. Regardez, il est seul en haut de la piste. Montoya, il faut vite qu'il se remette dans le petit train, comme on dit, sinon il va être vite dépassé. Alors il y a une chose qui est incroyable ici à Talladega, alors on va peut-être revoir quelque chose, c'est le changement de fil. Regardez ici, Junior s'est aperçu qu'en bas ça allait plus vite qu'en haut, et donc du coup il a changé de fil. Il faut avoir confiance, parce qu'il faut vraiment s'intercaler là où il y a de la place, parce que c'est avec ce genre de changement de fil que vous créez justement ces fameux crashs. Et c'est là où c'est un véritable problème pour certains pilotes qui n'ont pas l'expérience de Junior. Junior à Talladega, il se sent vraiment chez lui, on l'a dit. Il adore ça. Avec son père, ils ont trouvé un truc. Et à chaque fois il est toujours aux avant-postes et il change de fil sans aucun problème. Maintenant faut-il encore que les autres le comprennent, attention, que les autres le suivent. Voilà, ça c'est bon pour Montoya. Il était laissé tout seul en haut de l'ovale. Heureusement une file vient le pousser derrière, faite de Johnson, Kyle Busch, Kurt Busch. Donc ça va, il va pouvoir tenir le rythme, car c'est pas bon du tout de se retrouver tout seul sans camarade derrière soi. Il y a 2 circuits sur lesquels les moteurs sont bridés et il faut jouer à ce petit jeu, sinon vous êtes condamné. Il faut vraiment vous êtes condamné à travailler avec les autres. C'est Daytona et Talladega. La seule différence, outre que Talladega c'est encore plus grand que Daytona, c'est que à Daytona il y a des bosses et donc c'est un circuit où la tenue de route est importante et d'ailleurs on court moins au paquet. Il y a des écarts qui peuvent se créer sur ce circuit de Daytona, alors qu'ici pas du tout. C'est une surface hyper lisse, hyper inclinée, 33 degrés, même dans la ligne droite avant on est à 16 ou 18 degrés, donc vous voyez que, et là on est vraiment condamné. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de problème de pneumatique, il n'y a pas de problème de bosse, de tenue de route. C'est super lisse, c'est que de la vitesse, on est toujours à fond. Et donc pour dépasser, il n'y a qu'une solution, c'est de faire le petit train avec les autres et savoir prendre la bonne file. Les transitions sont en effet très douces ici à Talladega. Et en plus de la grande largeur de la piste, en effet, on peut créer jusqu'à 3 lignes, on l'a bien vu. Oui, même parfois 4 dans certaines. Ouais, mais là, ça commence à poser des problèmes. Hein. Et ça commence à poser des problèmes. Les voitures sont très basses. Elles sont très basses. Que justement, il n'y a pas de bosse. Donc, elles sont vraiment faites pour l'aéro. Alors, vous allez nous dire à quoi ça sert comme ça de changer de fil, de changer de partenaire. Et bien justement, ça. Alors, regardez Montoya tout seul. Ça sert à chercher un bon partenaire, un bon draft, savoir avec quel pilote on peut en effet être en confiance et on peut être rapide sur telle ligne ou telle ligne, puisqu'il y a des voitures qui se comportent mieux en haut qu'en bas. Donc du coup on cherche la bonne personne et ce n'est pas forcément un pilote de son écurie, ça peut être un pilote en qui on a confiance, avec lequel on peut être même ami en dehors de la piste, mais il faut vraiment faire attention à cela. Et du côté des spotters, autrement dit de ceux qui regardent actuellement pour les pilotes, c'est un peu leur troisième œil, c'est aussi intéressant parce que les spotters sur la tribune, sur le plus haut point du circuit, sur la tribune centrale, ils se positionnent les uns à côté des autres en fonction du draft des pilotes. Comme ça, ils peuvent communiquer entre eux. Ils peuvent même d'ailleurs faire des deals. Oula, il y a un petit débris là, je sais pas ce qui s'est passé. Un truc qui volait, peut-être un morceau de scotch, de tape qu'on met parfois sur les voitures. C'est assez nerveux là en ce moment. Hein. Vous voyez les voitures qui tankent de droite à gauche. D'habitude, il y a des lignes bien distinctes. On pensait que ce multi-crash du 7e tour aurait refroidi les ardeurs des pilotes, mais là, apparemment, c'est assez nerveux en ce moment. Il y a une autre course aussi qui est intéressante dans les paddocks, puisqu'il y a eu pas moins de 14 voitures impliquées dans le premier crash, dans le Big One, et il y en a 5-6 qui essayent de réparer pour revenir en piste. Oh là 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 là, on était à 2 doigts du crash avec Dale Earnhardt Jr. et Brad Keselowski, qui est un jeune pilote qui justement est le poulain de Dale Earnhardt Jr. Avec ce numéro 09, il fait son 3e départ aujourd'hui. Ils ont failli créer un nouveau crash. Ils se sont pas compris parce que normalement ils travaillent ensemble pour la bonne et simple raison que Brad Keselowski est un pilote de Nationwide, la division 2, et il pilote pour qui ? Pour la Junior Motorsports, donc l'écurie dont Dale Earnhardt Jr. est le patron. On va revoir cela et regardez, quand on vous expliquait tout à l'heure qu'il faut vraiment faire attention entre les pilotes qui ont de l'expérience et ceux qui n'en ont pas, regardez, ils ne sont pas compris. Junior là, heureusement que c'était encore dans la ligne droite, ça aurait été là ici dans le virage. Je peux vous dire que Keselowski serait parti en travers et ça aurait pu encore provoquer un Big One. Là il y a eu une incompréhension et très important, alors qu'il y a en effet un petit débris sur l'avant droit Dale Earnhardt Jr. Très important. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Les pilotes ici regardent aussi bien devant que derrière. C'est-à-dire qu'ils pilotent presque autant avec leur rétroviseur qu'avec leur visière, si je peux me permettre cette expression. C'est très important de savoir qui est derrière, de surveiller un petit peu qui est derrière, parce que la personne qui est derrière peut vous propulser aux avant-postes. Et les pilotes ont tous un rétroviseur panoramique très large à l'intérieur, bien sûr, et ils sont sans arrêt en train de regarder. Et je crois que c'est Dale Earnhardt Jr. qui expliquait que dans la ligne droite, il passe plus de temps à regarder derrière qu'à regarder ce qui se passe devant. Ouais, lui c'est vraiment le pilote typique de Super Speedway. Il adore ça, il est très à l'aise, il n'a pas du tout peur, il va coller les uns les autres. Regardez-le, c'est un des pilotes les plus à l'aise dans ce type d'exercice. Alors que Sam Hornish Jr. va se propulser en tête. Il y a des retardataires sur le bas de la piste avec sa voiture jaune 77. Sam Hornish qui a fait son meilleur résultat en carrière la semaine dernière à Phoenix, son premier top 10. Il a fini 9e de la course. Regardez, hein, c'est impressionnant, bien sûr. Le phénomène de vitesse n'est pas forcément palpable à travers l'écran, mais ces voitures actuellement elles sont à 310 km/h. 310 km/h et regardez, elles ne sont séparées que de quelques centimètres. Regardez David Strimi là en train de pousser. Là il n'est pas en train de pousser d'une manière volontaire, c'est sa voiture qui est aspirée par la première. Et on a l'impression que c'est un nez chercheur, vous savez qu'il est venu un peu renifler les pots d'échappement de la voiture qui est devant. Mais non, cette voiture elle est tout simplement happée par la première. Et cette nouvelle voiture de la NASCAR qui est en place maintenant depuis un peu plus de 2 ans, drapeau jaune, encore un débris. Et beaucoup moins sensible aux touchettes qu'avant. C'est ce que disait Kurt Busch dans une interview. Il dit on peut vraiment pousser fort et même rentrer dans la voiture qui est devant vous sans endommager votre voiture, ce qui n'était pas le cas avant.
Donc on peut y aller vraiment plus violemment, ce qui implique aussi qu'il y a pas mal de gens qui disent que c'est encore plus dangereux qu'avant. Allez, on va se retrouver un petit peu plus tard. Au tour 110. Et au tour 110, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au tour 110, il y a une seule file aux avant-postes avec un leader, Denny Hamlin. Déjà 34 changements 34 dépassements pour la première place. J'allais dire 34 changements de leader. Non, il n'y a pas eu autant de leaders, il n'y en a pas eu 34. On commence véritablement à avoir une course bien disputée. Et pour la petite histoire, lors du dernier drapeau jaune qu'on a vécu ensemble, sachez que un certain Jeff Burton, qui était tout à l'heure à 3 tours, parce que quand il s'est arrêté sous le drapeau vert pour checker ses histoires de batterie, il était à 3 tours. Il y a eu un autre drapeau jaune qu'on n'a pas vu avec Michael Waltrip. Il est revenu à 2 tours puisqu'il était le premier pilote au-delà des tours. Il était à 3 tours, donc on ne le remet pas dans le tour. Le free pass, on vous l'a déjà expliqué, c'est pas une invitation à revenir dans le tour quel que soit le nombre de tours qu'on a de retard. Non, à chaque fois on gagne un tour quand on est le premier pilote au-delà des tours. Donc là il avait 3 tours. Sur le deuxième drapeau jaune, il a eu 2 tours en moins. Et sur ce dernier drapeau jaune, il est revenu à 1 tour des leaders. Ça veut dire que si maintenant, là, tout de suite, il y avait un drapeau jaune, il reviendrait dans le tour. Regardez, Dale Earnhardt Jr. avec Jeff Burton, qui donc, Philippe, comme vous venez de le dire, a un tour de retard. Mais regardez, il aide tellement Junior que Junior s'échappe. Alors il faut bien comprendre que Dale Earnhardt Jr. est en tête de la course et que derrière, juste derrière lui, collé à ses basques, Jeff Burton est 34e. Oui, parce que lui, il a un tour de retard. Autrement dit, il y a 33 pilotes dans le même tour que Dale Earnhardt Jr. pour comprendre. Et Jeff Burton, là, s'il continue comme ça, il peut peut-être, avec Dale Earnhardt Jr., faire un tour en plus. Oui, ce qui fait qu'il revient dans le tour et Junior aurait un tour d'avance. Il y a 4 km de séparation. On n'est pas sur le Tour de France, là, il n'y aura pas d'échappée. Le peloton va revenir très fort. Image étonnante quand même, de voir Junior comme ça, si loin devant, aidé par un autre pilote. Je vous rassure, il ne peut pas s'échapper jusqu'à la fin comme ça, c'est pas possible. Mais c'est quand même une image assez impressionnante. Et je vous le disais tout à l'heure, il y a une autre course à suivre dans les stands. C'est la course de ceux qui réparent les voitures impliquées, en tout cas pour celles qui sont réparables, impliquées dans le Big One de tout à l'heure. Vous allez me dire à quoi ça sert, puisque de toute façon, elles sont dans un piteux état. Regardez, quelques-unes sont déjà revenues. Ouais, c'est pas très... En NASCAR, tout le monde marque des points. Le dernier marque 34 points et le premier en marque 185 au minimum, et on ne parle pas des points de bonus. Donc toutes les voitures qui ont été ensemble crashées vont essayer de rentrer sur la piste pour gagner quelques places, parce que l'écart de points entre ces voitures-là, qui de toute façon seront classées parmi les dernières, l'écart de points est de 3 points. Donc s'il y a 10 voitures qui reviennent sur la piste, eh bien l'une peut peut-être gagner jusqu'à 30 points en fonction de la rapidité de la réparation grâce aux mécanos. Donc les mécanos dans les paddocks, là, dans les garages, ils font un travail également intéressant à suivre. Il y a une concurrence même dans la réparation. On s'est aperçu que Paul Menard s'était arrêté au stand tout seul. Pourquoi ? Parce que lors du dernier drapeau jaune, il a sauté, il a séché le pit stop. Et cette tactique n'a pas réussi, alors que là, il y en a un qui a frotté le mur. Il a bien brossé le muret, il s'est refait la peinture à l'extérieur. Qui c'est ? C'est Reed Sorensen. Le voici à 43, peut-être un déséquilibre. Oui, il a eu un problème aérodynamique. Joey Logan était juste derrière lui. Il a une crevaison à l'arrière droit. Il n'a pas frotté, mais il a le pneu qui a lâché. Donc là, quand on est à 320, le pneu là. Heureusement, il est parti à l'extérieur. Ça aurait été à l'intérieur, ça aurait été très compliqué. Allez, on avance un petit peu encore dans cette course. 144e tour. On se rapproche de l'explication finale. Oui, ici, avec les carburants embarqués sur des réservoirs qui sont un petit peu plus petits qu'Aero. Attention, il y a un petit écart ici entre Burton et Junior, ils ne se sont pas compris. Ici, pour donner encore plus de spectacle, les officiels, il y a de cela quelques années, en plus des plaques de restriction, ont décidé de réduire la capacité des réservoirs. Et donc, avec ces nouveaux réservoirs réduits, mais que pour les courses de Talladega et de Daytona, on fait environ entre 40 et 46 tours avec un plein. Regardez à gauche de l'écran, vous l'avez raté, là c'est Junior avec Kurt Busch. Et il y a Jeff Burton qui mène la file extérieure, suite à un autre drapeau jaune, effectivement. L'incroyable s'est produit. Jeff Burton est passé de 3 tours de retard à être quasiment premier de la course. Il est dans le tour, regardez, il est 3e, 4e là en haut, à gauche de l'écran. Burton, si jamais il gagne aujourd'hui, ce sera un événement quasi unique dans l'histoire de la NASCAR. Il reviendrait de 3 tours de retard à Talladega. C'est assez incroyable.
Et on se retrouve en effet au 171e tour. On a déjà vu des pilotes gagner avec un tour de retard après avoir été Lucky Dog. Pour l'instant, c'est Kyle Busch qui se retrouve en tête. Il y a eu 52 changements pour la première place, 7 drapeaux jaunes depuis le début de ce rendez-vous. Nous sommes dans une moyenne, on va dire presque normale pour Talladega. Il reste 18 tours à boucler. On va revoir ce qui s'est passé à l'instant. Regardez, il y a une voiture qui a ralenti à l'intérieur, mais c'est pas là qu'il fallait regarder. C'est cet écart entre Matt Kenseth. Kyle Busch qui essaye de bloquer. Et oui, Kyle Busch qui a bloqué Kenseth à l'extérieur et qui a bloqué Burton à l'intérieur. Attention, monsieur Kyle Busch, on n'est pas ici à Martinsville, on est à 320 à l'heure. Et là, il commence à vouloir bloquer alors qu'on est à 17 tours de la fin. À mon avis, ça va être compliqué pour lui de bloquer jusqu'à la fin. Hein. Oui, alors évidemment, il n'est pas sous probation d'ailleurs. Regardez. Ça chasse, remarquez, c'est normal, on est à moins de 20 tours de la fin et forcément là on commence à devenir un petit peu tendu. On sait que... ça a touché Kyle Busch qui est parti en travers, attention. Il a réussi à récupérer, non il récupère pas. C'est parti encore en travers, un nouveau Big One peut-être. Derrière on a vu Martin Truex Jr. également essayer de récupérer sa voiture. Il s'en sort bien. Il a tout tenté Kyle Busch pour essayer de récupérer sa voiture, il a tout tenté. Truex lui qui a été surpris derrière, qui est parti dans un accident séparé, il a jamais réussi à la remettre droite. Non mais c'est normal, il a vraiment essayé. Il aurait pu en effet la remettre droite à condition qu'il soit resté sur la ligne droite arrière ou avant. Mais là le problème c'est qu'il a commencé un petit peu à se retrouver en travers alors qu'on rentrait dans le virage. Et essayer de redresser une voiture dans un virage qui tourne ici à Talladega à 300 km/h à 33 degrés d'inclinaison, c'est pas possible. Ouais mais quel essai, c'était une image fabuleuse. On va revoir ce qui s'est passé. Alors regardez, il bloque depuis un certain temps Kyle Busch. Et là il bloque à gauche, il bloque à droite. C'est pas possible. Et donc finalement il va se faire un petit peu punir. Il y a Burton qui est derrière lui. Regardez, qui lui rentre un petit peu dedans, qui pousse un peu fort, il est déséquilibré. Et là c'est parti, il est dans le virage, il essaye de redresser. Il peut pas. Regarde, il est à droite, à gauche. Oh là là, tout le monde essaye de l'éviter. En fait, il redresse très bien à chaque fois, mais il redresse droit. Sauf qu'après, il est obligé de tourner. Mais comme sa voiture est déjà en déséquilibre, comme sa voiture a la répartition du poids littéralement... Oh là là. On est passé sur les roues arrière, forcément, bien, ça ne veut plus tourner. Il y a Montoya qui a 3 mm derrière lui. Je me demande s'ils n'ont pas touché d'ailleurs. C'est un bon travail. Ça aurait été un travail exceptionnel s'il était resté sur la piste et même s'il était reparti parmi les derniers. Mais là, regardez, c'est pas possible. À chaque fois qu'il redresse, il doit en plus tourner. Logano qui est à côté, Montoya qui est derrière avec David Dragan le 6. Ils ont touché, je pense. Et il y a Paul Menard avec sa voiture jaune là, qui passe carrément à l'intérieur dans le no man's land. Et Martin Truex en fait a été poussé par un pilote qui a dû être surpris. Alors on aime bien Kyle Busch, on ne veut pas créer de polémique encore une nouvelle fois avec ce pilote qui est très controversé. Mais en attendant il a joué avec le feu et là il s'est un peu brûlé quand même. Et avec Junior juste derrière qui lui est resté sur la droite. Voilà, oh là là, moi je vais en haut moi. On est passé à 2 doigts d'un nouveau Big One. Et il y a Carl Edwards aussi. On est avec Carl Edwards et il y a David Dragan qui est devant, qui va percuter Martin Truex. Et regardez à quelle distance, regardez. Oh là 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 là. Carl Edwards il s'en sort bien parce qu'il était déjà impliqué dans le premier Big One. Alors c'était l'une des voitures les moins touchées bien sûr, les moins crachées, mais quand même il est encore là. Et là c'est Dragan qui est surpris. Regardez, il est surpris parce que Truex lève le pied, parce que Truex il a vu que Kyle Busch était en perdition devant. Il lève le pied et David Dragan surpris lui rentre dedans. Et le déséquilibre involontairement. Eh bien on a échappé au pire une nouvelle fois. Allez, il faut passer par les stands pour remettre des pneus neufs pour Kyle Busch. Et encore une fois Kyle Busch qui n'a pas de chance en fin de course. Parce que la semaine dernière il avait été pris en excès de vitesse dans les stands, ce qu'il avait dépossédé d'une possible victoire. Mais je me répète encore, Pat, je ne veux pas vraiment alimenter la controverse pour Kyle Busch, mais là sur ce coup-là, c'est vrai qu'il a un petit peu joué avec le feu. Il a un peu poussé le bouchon. Tout à fait. Alors un bouchon, il n'y en a pas. Nous sommes à moins de 20 tours et comme l'exige le règlement depuis quelques temps, c'est qu'on est sur une file pour tout restart. Et comme c'est le leader qui décide de la vitesse de la relance, forcément Matt Kenseth, oui, qui est bien là devant, décide de ralentir, de bouchonner un petit peu pour au mieux accélérer dès l'agitation du drapeau vert. On est reparti, il reste 13 tours à boucler.
Kenseth, Dale Earnhardt Jr. avec cette caméra embarquée. Burton est 3e, Kurt Busch 4e, Joey Logano est 5e. Joey Logano, très belle course du jeune pilote de 18 ans de la Gibbs Racing. 13 tours à faire. Là, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Daniel Hamlin qui a failli partir au crash derrière. Regardez. Il y a quelques voitures qui ont décidé de créer des fils parce qu'elles se sont aperçues qu'à cause justement du règlement et de la relance sur une seule file, elles sont déjà très loin. Très loin après seulement un demi-tour. Donc il faut en effet aller chercher ces voitures qui sont devant, qui ont déjà pratiquement un virage d'avance. Donc il faut s'organiser, il faut créer une file rapide et il faut avoir confiance, même si les gens qui sont derrière, ce sont des pilotes parmi les plus méchants parce que ce sont les adversaires. Vous savez, c'est un petit peu la guerre quand même quand on est à Talladega. Maintenant, il faut faire des associations, il faut trouver des alliés pour remonter. Et c'est ce que fait actuellement Denny Hamlin. Regardez, avec David Strimmy devant lui. Regardez à quelle vitesse les deux hommes vont. C'est incroyable. Regardez, ils ont pratiquement un virage de retard. Ils sont tous les deux et ils vont pratiquement à 10-12 km/h plus vite que Matt Kenseth. Oui, regardez la différence. 200 miles, 320 km/h et les autres sont à 195. Donc vous voyez, c'est 5 miles, ça veut dire 7 ou 8 km. Ouais, c'est 9 km/h, on va arrondir, plus vite que Matt Kenseth. Donc là, on a vraiment la vraie démonstration visuelle. Deux voitures vont plus vite qu'une seule. Et oui, et comme dans la file intérieure, on n'est pas tout à fait collés, eux ils sont collés l'un à l'autre. Ah oui, un vrai draft, il faut vraiment être bumper dans bumper, c'est-à-dire le pare-choc avant dans le pare-choc arrière. Alors là, on retient son souffle parce que c'est là qu'on aime Talladega. Effectivement, la course s'est passée comme on l'avait prévu, Philippe, c'est-à-dire qu'il y a une course par élimination. Et là, regardez ici, là, il y a 16 km/h d'écart entre les deux. Il y a 16 km/h. Regardez, de toute façon, là, ça se voit à l'œil nu. Là, il n'y a pas photo. Regardez, Denny Hamlin pousse Ryan Newman, j'ai dit David Strimmy tout à l'heure, excusez-moi, c'est Ryan Newman qui est poussé par Denny Hamlin. Et Ryan Newman qui n'est autre que le vainqueur du Daytona 500 l'année dernière, donc Ryan Newman qui est un très bon pilote de Super Speedway, qu'on n'a pas vu beaucoup depuis le début, mais qui se propulse en tête. Newman qui est le coéquipier de Tony Stewart dans cette nouvelle écurie de la Stewart Haas Racing, qui attend sa première victoire. Attention, ça commence à devenir très nerveux. Denny Hamlin tout seul sur la file de gauche qui se fait un peu piéger. Et là, il n'y a pas de place pour s'intercaler. Regardez. Là, il essaye, mais il n'y a pas de place. Malheureusement, c'est fini. C'est lui qui a fait tout le travail et là, il se retrouve piégé. Et là, il va se remettre à la queue du peloton avec les 8-10 premières voitures qui s'échappent. 10 tours de la fin. Et Hamlin, il faut rattraper là, Là, il faut regarder très attentivement parce qu'il va y avoir des alliances, il va y avoir aussi du bluff et il va y avoir peut-être des accidents parce que là, il n'y a plus du tout de... On va plus se faire de cadeaux. Alors là, c'est cadeau. Toujours pareil. Il faut bien choisir son partenaire. Bien sûr, il faut prendre quelqu'un de rapide pour aller aux avant-postes. Mais il faut faire attention de ne surtout pas se faire décrocher dans les derniers virages. Alors, on a vu tout à l'heure que Kyle Busch cherchait à bloquer. C'est de bonne guerre, c'est-à-dire qu'on ne va pas reprocher à un pilote de vouloir rester devant pour bénéficier du draft, alors qu'ici, franchement, c'est très chaud. Il y a Jimmy Johnson qui essaye désespérément depuis tout à l'heure de créer une troisième ligne, mais personne ne veut se mettre devant lui et personne encore moins veut se mettre derrière. Regardez, c'est un petit peu, là c'est un peu l'anarchie. Avant, c'était bien aligné. Là, chacun regarde le voisin en disant qu'est-ce que tu fais, on part faire une autre ligne ou quoi? Et c'est dommage qu'on ne voit pas les attention, le crash encore derrière. C'est pas possible. Jimmy Johnson est impliqué. Martin Truex Jr. impliqué. Il y a aussi David Strimmy, il y a Johnson, il y a Casey Kane qui part en flamme. Oui, il y a Juan Pablo Montoya qu'on voit ici passer, décidément, à moins de 10 tours. Ça devenait trop chaud. Qui était l'un des pilotes souvent cités peut-être pour la gagne. Johnson, le champion de la NASCAR. Martin Truex, qui était souvent leader aujourd'hui. Il a mené pas mal de tours. Robbie Gordon qui également fait son abandon hebdomadaire. C'est pas gentil ça. Ça fait plusieurs semaines qu'il abandonne. Bon, il n'a pas de chance, mais c'est comme ça. Que s'est-il passé? D'où c'est parti? Alors non, quand même pas encore de Matt Kenseth. Alors il y a Junior derrière, Kurt Busch. Regardez très attentivement d'où est venu. Oh là là, ça tasse beaucoup derrière. Voilà, il y a un tassement général. Oh là, c'est Montoya. C'est Montoya qui a été un petit peu poussé. Oh là là, le crash face au mur de Robbie Gordon. Heureusement, ils ont mis les murs de protection ici. Et David Strimmy est parti telle une flèche. Johnson également est parti à l'envers. Le choc de Robbie Gordon. Martin Truex, voiture détruite. Robbie Gordon également. On a vu Montoya en effet, le voici, qui maintenant est au ralenti. Alors Montoya a été poussé. Et là, il est poussé et il est obligé d'aller vers la gauche.
Oh là là, le choc de Robbie Gordon sur le mur intérieur, il est énorme. Terrible. Heureusement que, d'ailleurs, depuis allez. quelques semaines, c'est un petit peu le cas. Chaque fois qu'il y a comme ça des contacts sur les murs intérieurs, on se félicite que les organisateurs ont mis enfin des murs de protection intérieur équipés de blocs amortisseurs. Vous avez vu ? Et heureusement qu'il n'a pas été sur l'autre mur qui lui n'a pas de protection. Tout à fait. Et attention, à quelques centimètres près, il aurait pu rentrer dans l'infield, tellement la voiture est arrivée droite dans ce virage. Et le deuxième multicrash de la journée, c'est à prévoir. Il arrive à 10 tours de la fin. On est avec Waltrip qui est juste derrière Montoya, voilà, qui est déséquilibré, qui part à gauche, et Waltrip complètement pris en sandwich entre le mur et Jimmie Johnson. Et encore, les dégâts sur la voiture de Michael Waltrip ne seront pas aussi importants que sur celle de Jimmie Johnson. Mais voici Michael Waltrip. Ils seront assez importants pour l'empêcher de gagner, ça, c'est sûr. Alors regardez le 42 de Montoya qui doit être à un moment touché. C'est Hamlin. Touché, Regardez. et donc il part, il y a l'avant de la voiture qui part à gauche et qui touche la 96. C'est Hamlin qui le déséquilibre. Je pense que Denny Hamlin devait être un petit peu frustré d'avoir fait tout le travail pour Ryan Newman tout à l'heure et d'avoir été salement lâché dans les avant-postes. Et Hamlin essayait de revenir, et je pense que sa frustration malheureusement ne lui a pas permis d'être assez concentré et prudent. Et là, c'est là qu'il faut un peu de chance. Si vous êtes dans le trafic, pour éviter les accidents comme ça, il faut avoir un peu de chance dans cette loterie qu'est Talladega. Boum, le contact de Jimmie Johnson. Par contre, je peux vous dire que je ne sais pas si on reverra l'image encore une fois, mais le contact de Robbie Gordon sur le mur intérieur, il est impressionnant. Tout au fond de l'écran, on l'a bien vu. Oh là là. Moi je regardais Robbie Gordon. Vous avez vu à 2 mètres à droite près, il rentrait dans l'ouverture du sifflet. Alors c'est quoi un sifflet justement ? C'est ces ouvertures qu'il y a sur les circuits du muret qui permet aux voitures de rentrer, les voitures de sécurité, et là on n'ose pas imaginer ce qui se serait passé. S'il était passé dans le trou du sifflet, sans aucun jeu de mots, il serait rentré dans l'infield à pleine vitesse. Et là c'était catastrophique. Alors Jimmie Johnson qui rentre aux marches arrière. C'est fini pour lui. En tout cas, il va peut-être repartir, mais et encore, c'est pas sûr parce qu'il reste quelques tours seulement. On va repartir, il restera 4-5 tours. Denny Hamlin, lui aussi, a pas mal mené aujourd'hui, mais Talladega, c'est ça. Vous pouvez être très très bon, vous montrer toute la journée et finir 30e ou 35e. C'est comme ça, c'est la loterie de Talladega. Et on va relancer dans quelques instants pour les derniers tours. Alors le sprint final maintenant de ceux qui sont les survivants, Philippe. Il va rester 4 tours à faire quand on va agiter le drapeau vert. Allez, c'est reparti. En effet, à 5 tours de la fin, on va avoir une fin de course phénoménale. En tout cas, on l'espère. On espère surtout pas avoir... Oh, attention, Tony Stewart qui a un problème à l'accélération. Il vient de perdre un cylindre. Ça décolle pas pour Stewart. Il vient de perdre un cylindre. Le moteur n'a pas tenu pour Tony Stewart. Quel dommage, alors qu'il était aux avant-postes sur ce restart. Il reste donc que 4 tours à boucler. Et oui, surtout qu'il s'était tiré de toutes les mauvaises situations. Et Stewart qui reste scotché, il reste 4 tours. Alors ce qui est incroyable, c'est que dans l'écurie de Tony Stewart, il y en a un qui rit, il y en a un qui pleure. Celui qui pleure, c'est le propriétaire pilote Tony Stewart, et celui qui rit pour l'instant, c'est Ryan Newman. Regardez, c'est son pilote, et il est en tête actuellement, poussé par Dale Earnhardt Jr. Attention, Kurt Busch est également là dans le top 3. Alors est-ce que Junior peut aller signer la 4e victoire de suite pour l'écurie avec 4 pilotes différents, l'écurie Hendrick? C'est la question, on saura dans 3 tours et demi maintenant. Quand on pense que Rick Hendrick, le propriétaire, a envie de changer les chefs mécanos des écuries de Dale Earnhardt Jr. et de Mark Martin. Et la dernière victoire en date de Mark Martin a un petit peu retardé l'échéance, mais on était tombé d'accord. Rick Hendrick voulait en effet enlever, enfin pour certains, le chef mécano traditionnel de Dale Earnhardt Jr., son cousin Tony Rowe Jr., pour le mettre dans la 5 et inverser également les chefs mécanos, mettre celui de Mark Martin dans celui de Dale Earnhardt Jr. Tout n'est pas parfait là sur cette ligne intérieure, on voit que c'est un peu le chaos. Derrière il y a Kurt Busch en 3e position. Junior lui fait parfaitement le draft avec Ryan Newman. Alors la tactique de Dale Earnhardt Jr. va être la suivante. On va passer sur la ligne, il va rester 2 tours. Il va essayer de se caler jusqu'au dernier virage, certainement peut-être avec Ryan Newman devant lui, et se décaler pour aller chercher la gagne. Regardez, les deux hommes ont 4-5 longueurs d'avance, c'est pas encore gagné.
car 2 tours à Talladega, c'est 2 fois 4 km 300, donc c'est long, mais c'est un peu le chaos derrière, ça s'organise pas trop. Ça y est, il y a une file qui se crée avec Carl Edwards et Brad Keselowski là sur la droite de l'écran, vous le voyez, mais ils sont encore loin. Un tour et demi à faire, on est sur la ligne droite. Alors regardez, Edwards qui revient très fort derrière. Qui le pousse? C'est Keselowski. C'est Keselowski, incroyable. Celui qui tout à l'heure était en difficulté avec Dale Earnhardt Jr. Ils reviennent vite. Regardez, alors si jamais Keselowski arrive à se placer derrière Junior, ça pourrait peut-être faire un superbe draft. Il reste 2 tours, ça va aller très vite maintenant. Et on va passer même sur la ligne. Dernier tour, attention, il y a 2 doublettes là qui sont bien partis pour la gagne. Newman et Junior à droite et à gauche Carl Edwards, Keselowski sur la ligne. Si on reste sous drapeau vert, je peux vous dire que le gagnant est dans ce top 4, dans ce carré d'as. Attention, top, il reste un tour maintenant. Oh là là, ça va drapeau blanc agité. Et là, regardez Keselowski, comment il a poussé Carl Edwards, incroyable Keselowski. Ah ça vaut une cote. Brad Keselowski qui fait juste son 3e départ, un jeune pilote qui est méconnu du grand public, avec Carl Edwards devant lui. Carl Edwards pour la Roche Fenway Racing avec le 99, ils ont pris 7-8 longueurs d'avance sur Junior et Ryan ça Newman. Va être très compliqué d'aller les chercher. Ils sont pratiquement largués. Le titre de cette saison de Talladega va se jouer entre Keselowski et Carl Edwards. Oui, c'est l'un des deux qui va gagner. Incroyable. Edwards qui reste devant alors qu'il était pris dans le premier crash dans le Big One. Il est encore là, à quelques mètres seulement de la ligne d'arrivée. Il essaye de bloquer Keselowski. Oh, il est parti en travers. Incroyable. Oh, attention. Oh là là, le crash incroyable, ce crash incroyable, terrible, le crash de Carl Edwards dans le grillage et Keselowski qui gagne la course. C'est pas possible, Keselowski qui a tenté de passer à l'intérieur. Incroyable ce qu'on vient de voir. La voiture est en flammes et regardez Keselowski, c'est lui ce numéro presque inconnu qui gagne une course mythique, une course que tout le monde a envie de gagner. Attention, il faut se dépêcher. Oh là là, Carl Edwards, la voiture est en flammes. Qu'on a vu bouger, on a eu très très peur pour lui, j'ai l'impression que ça va, mais quelle arrivée incroyable on vient de vivre. Ça va bien. C'est la même image que Matt Kenseth hier sur ce même circuit pour l'épreuve de Nationwide. C'est encore plus terrible, Philippe, parce que lui il a été percuté le grillage. Il finit sa course, c'est pas possible. Alors ça, avoir la lucidité et l'humour d'aller chercher... Enfin, c'est pas de l'humour, il veut marquer les points, tout simplement. Non mais ça compte pas, Philippe. Non mais si, il veut franchir la ligne. Non, il faut y aller avec sa voiture. Il veut franchir la ligne. Incroyable. Mais laissez-le croire, il veut franchir la ligne. Quelle image de Carl Edwards qui... Incroyable, il vient de subir un crash qui aurait pu lui valoir la vie. Regardez derrière Brad Keselowski, le jeune pilote. On va le retrouver. Si vous ne le connaissez pas, sachez qu'il a 25 ans. C'est son 3e départ cette saison, son 5 ou 6e dans sa carrière. Et il gagne Talladega. Alors c'est un pilote qui pilote justement pour Dale Earnhardt Jr. dans la Junior Motorsport, dans la division 2 d'habitude. Soyons précis, c'est son 5e départ. Ouais. Incroyable. Alors on vous sent tout tremblant là sur la Victory Lane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu là ce dernier tour et comment vous avez réussi à remporter cette victoire? C'est génial, j'ai une équipe géniale. Oui, c'est une petite équipe qui s'appelle la Phoenix Racing. Et c'est vraiment un sport génial. Et Carl en fait a essayé de me bloquer, mais c'est la course. Je savais que je ne devais pas franchir cette ligne jaune parce que Regan Smith l'année dernière a été pénalisé. Donc il fallait que je reste dans cette ligne jaune. Il m'a bloqué et je suis désolé de l'avoir mis dehors, mais c'est la course. Alors est-ce que dans ce dernier tour vous pensiez que vous alliez enfin pouvoir gagner une course? Mais j'espère que Carl va bien. Je suis désolé de finir comme ça. Je ne veux pas mettre les gens dehors, mais c'est la course. Hein. Moi, j'ai tout fait pour gagner et voilà, il essaie de bloquer. Moi, j'étais à fond. Hein. Et cette Chevrolet est vraiment géniale. Hein. La Chevrolet de Phoenix Racing, Philippe, qui engage aussi des redonne ses cendres. Oui, parce que dans ce championnat, le numéro 09 a été piloté par Marlin, il y a plein de pilotes et d'habitude c'est une Dodge, sauf quand c'est cet homme-là, c'est une Chevrolet. Les Chevrolet qui est en difficulté, ça leur fait du bien de voir une voiture gagner actuellement. On voit ici Junior, qu'est-ce que vous avez vu dans ce dernier tour? Qu'est-ce que vous avez ressenti là dans ce dernier virage? Mais en fait, on a fait ce qu'on avait à faire avec Ryan, on s'est échappé et les autres sont revenus très très vite. Hein. Et il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ils nous ont dépassés, ils nous ont largués. Ils étaient plus intelligents que nous parce qu'ils ont pris le milieu de la piste et c'était la bonne trajectoire. Et ils étaient au milieu et c'est ce qu'il fallait faire. Et nous, on était à la corde. Et je pouvais pas croire quand j'ai vu Brad qui arrivait derrière, je dis c'est Brad. Et j'ai pas vu ce qui s'est passé là devant nous. J'étais un peu aveuglé. Et on fait un doublé. Lui et moi, je suis vraiment heureux pour lui.
Incroyable. Une image Alors il faut noter impressionnante, qui va certainement faire le tour du monde. Ah, incroyable. Voici Carl Edwards, il va bien. Vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé? Vous allez revisionner un peu ces images et les commenter pour nous. En fait, il pousse, il fait ce qu'il a à faire. Et moi, je suis sur l'extérieur et là, il me prend sur l'intérieur gauche. J'ai essayé de bloquer un peu, c'est la course, quoi. Et là, je me suis retrouvé à l'envers. Et je suis vraiment heureux d'être en vie parce que c'est un accident terrible quand même. Quand je revois les images, là, je m'en étais pas aperçu. C'était à ce point-là. Personne n'a été blessé et c'est tant mieux. Et on a fait tout ce qu'il fallait. Hein. Je remercie tous mes gars parce qu'on a fait vraiment le maximum. Et Brad a fait le boulot. Moi, je lui en veux pas. C'est la course, mais c'est vrai que c'est les officiels. C'est la course Talladega qui est quand même comme ça. Et il faudra que quelqu'un se blesse sérieusement pour que les gens, les officiels, changent les règles parce que là, c'est quand même un peu miraculeux. Et c'est lui qui gagne, bon bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a eu 8 spectateurs blessés sur cette image incroyable, Philippe, 8 spectateurs dont une femme qui a eu la mâchoire brisée, on les a transportés à l'hôpital, il y a rien de très grave, mais tout de même c'est quand même assez préoccupant. Oui, tout à fait, il va falloir un petit peu encore se pencher sur ces problèmes. C'est du coup Kurt Busch qui pour 5 points prend la tête du classement général. On aura l'occasion de vous en parler la semaine prochaine pour le prochain rendez-vous de NASCAR en différé, dimanche 19h30. Bonne semaine sur B-Moteur, ciao.